Merci beaucoup Penda pour cette perspective historique parce que quelque part on a besoin aussi de voir plus grand pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Je vais donner la parole à Cherfal pour venir encore plus près de nous, en Afrique de l'Ouest bien sûr, mais bon sur le continent hein, avec Africtivist. Et vous avez entendu un peu ce que Ibrahima a noté, qui est vraiment une réalité et des questions que nous nous posons, mais aussi ce que Penda vient de dire, qui nous montre la profondeur du mal et les questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, pour vous, que devons-nous faire? Merci beaucoup Koumba. Je voudrais d'abord remercier mon grand frère Ibrahim pour l'invitation. C'est vrai que si je savais que j'allais intervenir sur le même sujet, j'allais revenir avec mes notes. Je les avais laissées sur la table parce que j'avais pris mes notes sur l'agenda. Mais c'est un plaisir de collaborer, de retrouver Trust Africa. Répondre à la question, ça clôt le débat tout de suite. Si nous savons ce qu'il faut faire, on plie bagage et on rentre. C'est effectivement parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire que nous devons réfléchir. Et réfléchir pour faire de la prospective, comme il nous le demande, c'est un exercice intéressant. Il nous faut nous questionner d'abord sur l'existence, le contexte. Et il souhaiterait que je revienne là-dessus. Et le contexte, il est simplement, je l'avais décrit à Abuja en 2 mots. Espoir et terreur. Et ensuite, je reviendrai sur ce qu'il faut faire. Pourquoi espoir et terreur? Terreur d'abord. Les différents points qui montrent qu'on est dans un contexte caractérisé par terreur, c'est d'abord une dissonance cognitive qui voudrait que nous nous retrouvons dans des salles et dans des forums pour discuter de l'avenir de la démocratie et de comment réinventer la démocratie au moment où nos frères et sœurs pensent que leur vécu et leur souffrance viennent de la démocratie, de cette démocratie. Et c'est la démocratie qui est la cause des inégalités et de leur souffrance. Et donc il y a une dissonance qui existe. Au moment où nous voulons sauver quelque chose, certains luttent pour faire disparaître la même chose. Et donc il nous faut régler cette question d'abord. Après la dissonance cognitive, toujours dans Terreur, il y a la question du populisme qu'on voit émerger, mais qui est en train de prendre une proportion extrêmement dangereuse, mais qu'on n'évalue pas. Et ce populisme-là, aujourd'hui, a envahi l'écosystème informationnel. Je ne parle pas que de nos voisins qui ont des soucis au niveau de leurs instances politiques, mais je dis pour toute la région et tout le continent. Après le populisme, c'est une descente aux enfers de l'état de droit. C'est une dégradation, mais systémique de l'état de droit en question. Aujourd'hui, nous, on pose la question ici à Dakar, mais on a la possibilité de le faire. Et je dirais pourquoi tout à l'heure quand je vais parler d'espoir. Mais ailleurs, aucun n'ose poser ce débat-là. Et entre, je l'ai dit à Abuja, la liberté d'expression chez nous, dans notre pays, et le droit à la vie en dehors de notre pays, il faut choisir le droit à la vie. Je ne veux pas les citer, j'ai appris quelque chose à Abuja, c'est qu'on les stigmatise à force de citer ces pays-là. J'étais à côté de nos amis maliens, mais à chaque fois qu'on disait Mali, Burkina, Niger, je les voyais un peu être mal, un peu dans, voilà. Et pour moi, ce serait pas bien de les citer tout le temps, mais je donne l'exemple du Burkina Faso. Regardez sur Internet, vous ne verrez aucun Burkinabé prendre la parole. C'est comme s'il n'y a plus d'intellectuels au Burkina Faso. Je ne les stigmatise pas, mais c'est la réalité. Et ça rejoint un peu le lot par rapport à cette dégradation de l'état de droit. À côté de la dégradation de l'état de droit, toujours dans Terreur, on a cette fameuse rencontre entre les démocraties africaines, post-indépendance, et les technologies de l'information et de la communication. Une transformation digitale, on est immergé, on se retrouve dans une transformation sociale, technologique, et on n'était pas du tout préparé à cette transformation-là, à cette révolution digitale. Et donc, du coup, on est en train de subir cette transformation digitale, cette révolution numérique, comme étant un fardeau et non pas un atout. Et ailleurs, on a des conséquences. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est des flots de diffamation, des fake news, des désinformations, ainsi de suite, ainsi de suite. La liste, elle est longue. Et toujours dans cette rencontre entre la technologie et nos démocraties, il y a aussi
cette machine de propagande ou machine à propagande politique dans certains de nos pays. Nous l'avons vu ici, je donne l'exemple du Sénégal pour ne pas stigmatiser. Nous avons vu une institution de la République qui a tenu une conférence de presse pour montrer une vidéo pour désigner des forces occultes ou même des terroristes et que cette information a été démontée, débuggée à la minute qui a suivi par de jeunes Sénégalais. C'est donc une machine de propagande politique entre les mains d'un pouvoir politique qui a un appareil média vertical, radio, télé et tout ce qu'on peut voir comme arsenal au niveau sécurité. Et donc ça pose la question, en fait, on est à Dakar mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, nos voisins du Mali n'ont plus accès à une information de qualité parce que tout ce qui est véhiculé à longueur de journée, c'est préfabriqué et rentre dans une forme de propagande pour nourrir le populisme. Et le dernier point dans Terreur, c'est toujours en réponse à cette fameuse rencontre entre les technologies numériques et la démocratie africaine, c'est arrivé à un moment où les populations qui ont eu accès à ces technologies n'avaient pas encore une certaine conscience citoyenne et républicaine au point de pouvoir l'utiliser à bon escient pour répondre à des défis démocratiques. Parce qu'on n'a pas encore été préparé. Je mets de côté la terreur et je parle d'espoir. Pourquoi maintenant on peut parler d'espoir? Parce qu'au moment où il existe toute cette liste-là, à côté, nous avons des États et des démocraties qui, tant bien que mal, sont en train de sauver la démocratie. On parle de problème, mais la démocratie, elle ne peut être sauvée que par la démocratie. Et ailleurs, il y a des exercices de démocratie. Espoir, alternance politique. Je parle du Ghana, je parle du Sénégal, je parle du Cap-Vert. C'est des petites victoires, mais il nous faut les célébrer. Il nous faut accepter que c'est un processus et qu'on a fait des pas. 3 alternances politiques, un parti de l'opposition qui va à l'élection contre un président sortant et qui arrive en tête au premier tour, mais c'est inédit. Ce qui s'est passé au Sénégal, ce serait passé ailleurs, on allait parler d'une série de putsch. Quelqu'un a putché, un autre a putché sur lui et puis quelqu'un d'autre a putché. Mais on a réussi à organiser une élection. Mais pourquoi on n'a pas célébré cette victoire de la démocratie? Pourquoi on ne parle pas de ces victoires, de ces petites victoires de la démocratie? Et c'est célébrer ces petites victoires de la démocratie qui permet de sauver la démocratie. Espoir, c'est renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, on parle de président à 42 ans, de président à 44 ans, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas que factuel. Il nous faut réfléchir sur ce que disait Madame le ministre tout à l'heure. Oui, avant, il y avait une élite qui était là, mais qui était prédestinée en quelque sorte. Aujourd'hui, on voit une sorte de disruption qui s'est opérée et qui a permis à une certaine forme d'intelligence ou d'acteurs d'arriver au pouvoir. Toujours dans espoir, et là, va y avoir une certaine forme de contradiction, c'est encore la rencontre de nos démocraties et de la technologie numérique. Au Sénégal, n'eût été Internet, les smartphones et les outils numériques, on n'allait plus parler de démocratie comme on est en train d'en parler aujourd'hui et maintenant. On a essayé de fermer des médias classiques, des télévisions, des radios, ainsi de suite. Il n'y avait qu'Internet qui continuait à véhiculer et Internet avait été censuré et on a eu une résilience. Et je termine sur espoir avec des institutions républicaines. Il faut qu'on célèbre nos armées républicaines. Au Sénégal, on en a une. Et c'est le lieu de le dire. Ailleurs, on allait avoir des coups d'État. À côté d'institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, même si il y a des griefs, même si on peut trouver des choses à lui reprocher, à un moment donné, ça a permis de sauver la démocratie. Et pour moi, il faut quantifier. À côté du Conseil constitutionnel, on a aussi la maturité de la jeunesse. Une jeunesse mature, responsable et qui a une conscience citoyenne. Ça se passe au Cap-Vert, au Sénégal, au Ghana et un peu ailleurs, mais il faut en parler. À côté de la jeunesse mature et républicaine, je parlerai aussi de l'apport de la diaspora. N'eût été la diaspora sénégalaise, quand on a censuré Internet et les réseaux sociaux, le combat allait certainement s'effriter petit à petit parce que voilà, on ne pouvait pas. Et ici, on a vu la répression. Maintenant, quoi faire pour sauver? Et quelle forme de réponse? Pour moi, la seule réponse pour sauver la démocratie qui en elle-même fonctionne, mais a besoin juste d'être mise à jour et d'être
d'être intégré dans une logique sociale? La réponse, c'est une endogénéité et un culturalisme assumé. Retour à nos sources, comme elle l'a dit tout à l'heure, mais de façon endogène, qu'on puisse aussi tirer de nos racines et de nos valeurs culturelles pour réfléchir à un système qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos réalités. Mais la démocratie en tant que système fonctionne, et s'il y a échec, c'est l'échec des élites politiques qui ont eu accès au pouvoir. Merci. Merci beaucoup.